Ouais bien, quel échauffement faire en fonction de ta séance, de ton sport? C'est terminé, l'équation est résolue. Je vais te montrer comment bien te préparer sans passer 400 ans sur 3000 exos d'activation, de mobilité ou de préhab. Si tu cherches une vidéo avec des exos tout faits ou un protocole de teufio à copier-coller, eh bien tu peux quitter cette vidéo tout de suite. Ici, on va comprendre comment faire un échauffement. Après cette vidéo, tu ne seras plus perdu dans les tonnes d'exercices et de techniques d'échauffement que tu peux voir sur les réseaux. Tu sauras exactement quoi faire avant ton entraînement. Bon, déjà, que dit la science? Cette revue systématique de 2015 indique que des échauffements dynamiques à forte charge améliorent la force et la puissance de manière très positive, tandis qu'un échauffement à faible charge n'a eu pratiquement aucun effet sur la performance. La contraction isométrique, c'est-à-dire statique, maximale peut aussi de la même manière augmenter la performance. Tout ça, c'est à l'appui de la théorie de la potentialisation post-activation, PAP, puisque l'acronyme est en anglais. Et cette théorie propose simplement que faire des exercices à charge élevée en échauffement augmente plus efficacement la performance que des exercices à charge plus modérée ou faible. Entre autres, grâce à l'augmentation du calcium intramusculaire et ainsi une augmentation du cycle des ponts croisés d'actine et myosine. Mais je détaille pas plus, parce que si t'as jamais lu un bouquin de physiologie, eh ben, ça te dit rien. Et c'est pas plus mal, puisqu'on en a pas besoin pour mettre en place la PAP. D'ailleurs, cette même étude nous dit que les recherches futures devraient se concentrer sur la détermination de la charge et de la durée optimale à utiliser en échauffement pour avoir une augmentation maximale de la performance à travers la PAP. Car actuellement, il ne semble pas exister de protocole parfait. Toujours, cette même revue systématique nous présente aussi ce qui ne semble pas être efficace en échauffement pour améliorer la performance. Et parmi ces choses, on retrouve les étirements statiques et de courte durée, les étirements dynamiques et l'isométrie de longue durée. Ces derniers semblent pouvoir être réalisés sans effet négatif. À noter aussi que ces chercheurs ne peuvent pas se prononcer par rapport à l'effet de l'échauffement sur le risque de blessure, car aucune étude valable n'apporte d'éléments sur ce point. En tout cas, pour le haut du corps. Enfin, ils décrivent ce que devrait contenir un bon échauffement selon leurs résultats, et ça donne un échauffement avec des mouvements quasi maximaux pour induire une PAP, et des étirements des structures sollicitées pendant ton sport, pendant ton entraînement, car même sans résultat, on sait que plus de flexibilité est égal à moins de chances de se blesser, donc si s'étirer peut nous faire gagner de la mobilité, ça peut aussi jouer sur le risque de blessure. C'est un très bon raisonnement sur lequel on se base tous, et il précise aussi que tous les mouvements réalisés en échauffement devraient refléter les mouvements et la mécanique requis pour ton sport. Notre étude effectuée sur des powerlifters paralympiques n'apportait pas de différence significative dans les indicateurs de force. C'est-à-dire qu'ils ont pris des mesures de force et ils n'ont pas vu de différence entre tous les athlètes et toutes les personnes qui ont fait des protocoles d'échauffement différents. Il y a même des personnes qui ne se sont même pas échauffées et qui ont eu des résultats positifs. Il souligne qu'il faut donc prendre en compte les préférences et l'expérience des athlètes et que même si on n'a pas de preuves, ça va être intéressant d'intégrer un échauffement pour prévenir le risque de blessure. Là, on a un autre papier qui a mesuré l'effet de l'échauffement sur les performances en squat et en développé couché. Et les résultats obtenus ont été que l'échauffement a amélioré la vitesse des premières barres. Donc la vitesse de barre, c'est un bon indicateur de la performance, mais ce phénomène a eu lieu que derrière sur la première série. Et donc ils ont conclu que l'échauffement c'est bien, ça te fait atteindre ta vélocité maximale de barre, donc ta vitesse maximale de barre, un petit peu plus tôt. Ici, on a encore une revue systématique qui a été faite sur des joueurs de football et qui évaluait l'effet de l'échauffement sur leur performance. Ils ont trouvé qu'un échauffement uniquement composé d'étirements statiques a réduit les performances des joueurs, tandis qu'un échauffement composé d'étirements dynamiques et d'exercices basés sur la PAP pouvait avoir des effets positifs sur la performance. Et on a pas mal de données, je te laisse tranquille avec les études. Et maintenant, on peut peut-être répondre à une question importante. À quoi ça sert de s'échauffer ? Les études qu'on a vues, elles évaluaient toutes la performance anté et post-échauffement, c'est-à-dire avant et après l'échauffement. Donc, premier élément de réponse, ça sert à être plus performant, à être meilleur, à être plus en forme pendant son entraînement. Mais est-ce tout? Déjà, tu peux te poser la question à toi-même, pourquoi est-ce que je m'échauffe? Et là, je pense qu'on a tous la même réponse. Oui, pour mieux se préparer à sa séance, mais surtout pour ne pas se faire mal. Et avec ça, on a les deux buts de l'échauffement. Très peu d'études sont portées sur l'effet de l'échauffement sur le risque de mitigation de blessures, car c'est plus difficile à évaluer qu'un avant-après sur la performance. Et comme on l'a vu, beaucoup de chercheurs mentionnent dans la discussion en conclusion de leurs études que les recherches futures devraient porter sur cela, sur l'effet par rapport à la prévention des blessures. Bon, on sait pourquoi on s'échauffe, maintenant quelles sont les fonctions concrètes de l'échauffement qu'on va pouvoir utiliser. Ben voici ma liste que j'ai créée avec mon expérience et les études que j'ai lues. Dans les fonctions de l'échauffement, on a donc augmenter la température, s'activer, donc musculairement, articulairement et au niveau du système nerveux, augmenter sa mobilité, se préparer techniquement et enfin se préparer mentalement, augmenter la température. Ça permet d'augmenter le turnover de l'ATP, qui est l'énergie utilisée par ton corps pour faire des efforts, le taux de cyclage des ponts croisés, actine-myosine, d'améliorer la fonction des fibres musculaires et d'augmenter la vitesse de conduction de ces dernières. Et aussi d'augmenter la disponibilité du glycogène et le taux de développement de la force. Et aussi la cinétique de l'oxygène, entre autres pour l'endurance. L'activation.
D'abord musculaire et articulaire. Et ça va permettre d'augmenter la température localement et de commencer à induire du mouvement, des étirements, des contractions sur les muscles et articulations qui vont être en jeu pendant ta séance. Ensuite, pour l'activation neurale, donc au niveau du système nerveux, on va chercher à avoir les effets de la PAP. Et tout à l'heure, je t'en ai parlé plutôt en bien, mais il faut prendre en compte que certaines études ne trouvent pas d'amélioration de la performance avec cette technique. Ce qu'on a vu, c'est qu'après un stimulus induit par une activité quasi maximale, le muscle était capable de produire plus de force. Mais bien entendu, et ça tu te l'ai peut-être déjà dit quand je t'en parlais tout à l'heure, ça va induire de la fatigue. Le succès d'une méthode de PAP dépend donc de l'équilibre entre l'amélioration de la performance induite et la fatigue générée. Sachant que cet équilibre est influencé par différents facteurs, notamment l'expérience d'entraînement du sportif, la durée de la phase de transition, donc le moment entre l'exercice de potentialisation et l'effort suivant, et l'intensité de l'activité de précharge, donc la charge à déplacer lors de ton exo visant à induire la PAP. De plus, en accord avec le principe de taille de Henneman, des charges plus élevées sont associées à une réponse plus importante de la PAP, avec une activation des unités motrices dans les fibres de type 2 plus importante. Sauf que tu t'en doutes, des charges plus élevées sont associées à une fatigue générée plus importante. Pour avoir un effet optimal, il va donc falloir aller chercher la charge la plus importante possible, induisant le moins de fatigue possible, en jouant avec le temps de repos et en adaptant avec l'expérience du sportif. Donc niveau recommandation, qu'est-ce que ça donne? Selon une méta-analyse, une intensité modérée se situe entre 60 à 84% de la 1RM, c'est-à-dire 60 à 84% de la charge max que tu serais capable de déplacer sur l'exo en question, serait idéal pour provoquer une PAP, parce que au-delà, pourra avoir lieu des dommages musculaires et une fatigue qui viendraient contrecarrer les effets de la PAP. Cependant, il est aussi mentionné que les athlètes qui ont une grande expérience de l'entraînement, donc plus de 3 ans, seraient, de par leurs adaptations obtenues pendant ces 3 ans d'entraînement, protégés contre ces dommages et mieux tolérants de la fatigue induite. Ils seraient donc capables de répondre de manière optimale à une précharge avec intensité plus haute, notamment si tu es autour des 85% de l'ARM. Donc si tu es débutant, va chercher de la PAP avec 60% de ta RM, et plus tu es avancé, plus tu vas tendre vers les 85%. Pour la durée de transition, c'est-à-dire de repos entre ton exercice de précharge et le premier exo de ta séance, sache que les améliorations de puissance sont observées de 5 minutes après exercice de précharge jusqu'à 18 minutes et demie. Les pics de puissance, ils sont observés de 7 à 10 minutes pour les individus expérimentés. Ce serait donc la durée optimale. Mais à moins que tu sois une compétition, tu t'en fous un peu du moment du pic, puisqu'il arrivera maximum à ton deuxième set du premier exercice de ta séance. Et encore, on parle de pic, c'est-à-dire du moment où l'effet est le plus important. Donc même avant, tu seras plus fort grâce à ça. Si on résume, il faut donc une charge de 60 à 80% de ta RM en fonction de ton expérience, avec 3 à 5 minutes de repos, et puis t'es bon. T'en fais pas, on reverra comment appliquer ça concrètement dans le protocole que je te donne plus tard dans la vidéo. Ok, on a terminé avec cette fonction de l'échauffement qui est l'activation neurale, c'était la plus grosse, t'inquiète, les autres ça va aller beaucoup plus vite. Et on passe directement à l'amélioration de la mobilité. Et c'est simple, c'est une fonction de l'échauffement, puisque si tu manques de mobilité pour ton sport, l'échauffement peut servir de moment ou mettre en place certaines techniques qui te permettent de travailler ta mobilité. Et même d'en débloquer à court terme pour ton entraînement là tout de suite. Comme moi avec la flexion d'épaule et le muscle up dont je te parlais dans ce réel. Ensuite, on a la préparation technique. Tout simplement se préparer à réaliser le geste sportif. Conscientiser certaines étapes, certains gestes, certaines cues. Et bien sûr, réaliser ces gestes plusieurs fois à plus ou moins faible charge pour réveiller tes schémas moteurs et être à ton pic de précision au début de ta séance. Enfin, on a la préparation psychologique. C'est simplement le fait de rentrer dans sa séance, c'est-à-dire concentrer son attention sur la séance à réaliser. Faire abstraction relative du reste pour être mieux concentré sur la tâche. Et les techniques qu'on retrouve dans cette étape, qu'elles soient utilisées consciemment ou non, sont les suivantes. La visualisation, l'énoncé de mots repères, la concentration attentionnelle et l'excitation préparatoire. En anglais, psyching up. Fifi, l'accent anglais. Ferme ta gueule. Ces stratégies, elles sont conçues pour réduire l'attention d'un individu sur les choses autres que son entraînement et renforcer sa confiance en soi. Les athlètes qui pratiquent différents sports comme le water polo, le tennis et le football montrent des améliorations dans l'exécution de leurs tâches suite à des techniques de préparation mentale. Une étude a même montré que la production de force au développé couché peut également être améliorée par la préparation mentale. D'ailleurs, des chercheurs ont noté que l'utilisation de stratégies de préparation mentale préalable avant une compétition s'était considérée comme une caractéristique distinctive des athlètes olympiques qui réussissent. Tout ça, là, ce sont les objectifs généraux de l'échauffement. Le but de cette vidéo, c'est d'individualiser ton échauffement à ton cas, ton contexte, et pour cela, il va falloir identifier tes besoins. Les besoins en rapport avec l'activité et les besoins personnels. Donc pour le premier point, quelles sont les demandes de ton activité? Pour cela, on peut l'analyser. Le but ici, c'est de simplifier, alors on va s'en tenir au principal de l'analyse de l'activité. Et si tu veux aller plus loin, je détaille tout dans un e-book que j'ai réalisé pour cette vidéo. Si tu veux le télécharger, envoie-moi un message sur Instagram et je te l'enverrai gratuitement. C'est de la value, c'est comme ça, t'inquiète, il y en a toujours plus le R. De surcroît, cette analyse de l'activité, c'est quelque chose de fondamental en préparation physique. Donc si t'es un peu malin, tu peux utiliser ça pour bien plus que de l'échauffement. Ok, reprenons. Bon, pour analyser ton activité, les questions les plus importantes à se poser sont déjà, est-ce que mon activité va solliciter mon bas du corps, mon haut du corps ou les deux? Ensuite, avec la réponse à la question précédente, tu peux te demander, est-ce
cette partie du corps, à quelle fréquence elle va être utilisée, de manière rare, occasionnelle ou fréquente, à quel niveau d'intensité elle va être utilisée, plutôt faible, modéré ou fort, mais aussi le niveau d'impact qu'il va y avoir dessus, pareil, faible, modéré ou fort, la vitesse d'exécution des mouvements réalisés avec la partie sollicitée, donc avec une vitesse d'exécution plutôt lente, modérée ou rapide, et donc tu vas te poser toutes ces questions pour le haut du corps, le bas du corps ou les deux. Ensuite, plus généralement, quel est le type d'effort de ton activité, quelque chose de long et lent, de court et intense ou plutôt de mixte. Ensuite, quelle va être l'intention que tu vas mettre dans chaque mouvement, une intention faible, moyenne ou souvent maximale. Pour des sports en salle, on va quand même être proche d'une intensité importante, parce que sur une série, on va tourner autour des 10 mouvements avec pas beaucoup de répétitions en réserve. On peut aussi classifier la complexité de ton activité, par exemple, est-ce qu'il y a des mouvements variés, des contraintes environnementales, mais ici on fait simple et le reste des questions elle est moins importante pour tout ce qui est sport en salle. Donc si tu pratiques un autre sport ou que ça t'intéresse de rentrer dans les détails, va voir l'ebook. Pour cette analyse de l'activité, on peut aussi chercher à définir les mobilités clés et les fonctions musculaires clés. Si on prend l'exemple du développé couché, en mobilité on aura l'extension thoracique, l'extension d'épaule, et en fonction musculaire on aura l'extension des coudes et l'adduction horizontale d'épaule. On peut bien entendu screener une à une chaque fonction de chaque articulation et évaluer son degré d'importance dans le mouvement afin de pousser l'analyse au maximum. Mais bon, pour l'échauffement c'est pas forcément nécessaire. Et comme je t'ai dit, si tu veux plus de détails, tu peux aller voir dans les books. Voilà, pour ça tu peux soit utiliser mon outil que je vais te mettre à disposition dans la description, soit juste répondre aux questions. Ça va surtout te permettre de vérifier que t'es pas trop à l'ouest parce que tu l'auras bien remarqué, c'est en grande partie du bon sens. Passons maintenant à tes besoins personnels et pour ça, on peut faire un rapide profilage. Ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que actuellement tu as des blessures? Est-ce que tu as des antécédents de blessures, au moins sur les 6 derniers mois? Est-ce que tu as un déficit de mobilité par rapport à ton activité? Quel est ton temps de pratique de l'activité, c'est-à-dire moins de 6 mois, de 6 mois à 1 an, 1 à 2 ans ou alors plus de 2 ans? Et enfin, est-ce que tu as des besoins ressentis, des préférences par rapport à ton échauffement? Et voilà, profilage terminé. Bon, résumons un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début. Au niveau de ce que nous dit la science, ça va être intéressant de travailler avec des mouvements dynamiques à charge élevée, notamment pour induire une PAP. Et qu'on peut aussi introduire des exercices de mobilité, puisque plus on est mobile, moins on va avoir de chances de se blesser. Au niveau des fonctions de l'échauffement, on a l'augmentation de la température, l'activation musculaire, articulaire et du système nerveux, l'amélioration des mobilités, la préparation technique et la préparation mentale. Pour l'analyse de l'activité, on va chercher à savoir quelles structures, quelles zones de ton corps vont être sollicitées, à quel point, avec quelle fréquence, avec quel niveau d'intention. Et pour le profilage, on va chercher à savoir quelle expérience tu as dans ton sport, est-ce que tu as des blessures actuellement, des antécédents de blessures, est-ce que tu as des besoins et des préférences à présent, et à mon avis c'est ce que tu attends depuis un moment, c'est l'heure de mettre tout ça en pratique avec la méthode qui va te permettre de créer ton échauffement. Bon, l'idée c'est d'avoir le squelette d'un échauffement optimal, d'y greffer des éléments utiles mis en évidence grâce aux étapes précédentes et je t'envoie à la fin du film direct. Ce squelette, c'est la montée de gamme. Et ouais, si tu me suis sur Insta, tu le sais déjà. Et si tu me suis pas, c'est parfait, ne t'abonne surtout pas pour rater un max de contenu. Et le mieux pour se préparer à un mouvement, c'est de faire le même pattern, mais en moins lourd. Si on prend le cas de la muscu, d'un sport de force, pour faire une montée de gamme, tu peux commencer à 20% de ta charge de travail et monter progressivement jusqu'à 100% de cette dernière en 5 séries. Le nombre de répétitions sur chaque série commence haut et réduit au fur et à mesure que tu te rapproches de ta charge de travail. Ça peut fonctionner ainsi. Faire 200% du nombre de répétitions sur ta série de travail jusqu'à arriver à 50%. Donc si on reprend niveau charge et répétitions par série, qu'est-ce que ça donne? Série 1, tu peux faire 200% de ton nombre de répétitions de travail à 20% de ta charge de travail. Série 2, 150% de répétitions à 40% de charge. Série 3, 100% de reps à 60%. Série 4, 75% de ton nombre de reps à 80%. Et série 5, 50% du nombre de reps que tu ferais sur ta série de travail à 90% de ta charge de travail. Ensuite, tu peux faire une répétition pour ta potentiation post-activation, pour ta PAP, à 60% jusqu'à 85% en fonction de ton expérience, tu te rappelles, mais cette fois-ci de ta RM, c'est-à-dire de ta charge maximale, pas de ta charge que tu vas mettre sur tes séries de travail. Et ensuite, tu peux commencer à bosser. Allez, on se prend un petit exemple, imagine que tes séries de travail, ça va être 10 répétitions à 100 kg au développé couché. Ah, vas-y, il fait tellement chaud. Bon, tu m'excuseras, je me suis envoyé un jeune débardeur. Donc, on va reprendre sur l'exemple des 10 répétitions au bench à 100 kg. Mais avant, pendant ma pause, je me suis dit, vraiment, si tu fais pas de sport en salle et que du coup, ces exemples te parlent pas, t'en fais pas, on fait des cas concrets à la fin de la vidéo et je prends des exemples hors sport de force ou musculation. Je te conseille de quand même regarder cette partie pour que tu puisses comprendre les principes et dans tous les cas à la fin tu vas voir, on va vite fait parler de comment appliquer ça pour d'autres sports. Donc pour 10 séries de bench à 100 kg, donc 200% de répétition à 20% de ta charge de travail, ça va te donner 20 répétitions à 20 kg. Deuxième série, 150% de tes répétitions à 40% de ta charge de travail, ça va te donner 15 répétitions à 40 kg. Troisième série, 100% de répétitions à 60% de ta charge de travail, ça va te donner 10 répétitions à 60 kg. Série 4, 75% de tes répétitions à 80% de ta charge de travail, ça va te donner environ 7 répétitions à 80 kg. Et enfin, série 5, 50% de tes répétitions à 90% de ta charge de travail, et bien ça va te donner 5 répétitions à 90 kg. Ensuite, tu peux faire une rep de PAP à 85% de ta RM, c'est-à-dire répétitions à 100 kg, ta RM elle va être au moins à 120, et donc tu fais 85% de ce 120, tu le pousses une fois et t'as ta PAP. Et ensuite, tu peux commencer ton entraînement. Et avec ça, tu mets déjà en jeu toutes les fonctions de l'entraînement. Tu fais monter ta température, t'actives tes structures musculaires, articulaires et ton système nerveux. Tu
te mobilises sur les amplitudes nécessaires à ton mouvement, tu te prépares techniquement puisque tu es en train de faire le mouvement sur lequel tu vas travailler, donc il n'y a pas mieux. Et enfin, tu rentres mentalement dans ta séance. Donc si tu veux, tu peux t'envoyer des techniques de visualisation, etc. Sinon, tu t'envoies de la lourde musique avec beaucoup trop de décibels, caféine, muscle pump si tu veux, et puis t'es parti. Ça, c'est ton squelette et t'as remarqué qu'il fait déjà tout. Mais c'est à cela que tu peux ajouter des choses en fonction de l'analyse de l'activité et du profilage. Allez, on fait quelques exemples. Si je suis inexpérimenté, je peux ajouter des exos d'activation ou des paliers à ma montée de gamme. Si j'ai un déficit de mobilité par rapport aux prérequis de mon activité, je vais pouvoir ajouter de quoi la travailler et de quoi en débloquer instantanément avec automassage et exos de mobilité. Ici, on peut encore prendre pour exemple ce que je fais avant mes muscle up et que je t'avais montré dans ce réel dont je t'ai déjà parlé. Si j'ai une blessure ou une douleur, je vais pouvoir ajouter de l'isométrie pour désensibiliser ou de quoi préparer encore plus la zone concernée. Si tu sens que ta montée de gamme elle échauffe pas assez ton pec, fais un petit peu d'analytique dessus. Enfin, si quelque chose te plaît, que tu trouves quelque chose pertinent ou que tu en ressens le besoin, mets-le, ajoute-le. D'ailleurs, le schéma de montée de gamme que je vous ai donné, c'est une ligne directrice qui peut être modifiée. Néanmoins, je te déconseille de le faire si tu as moins d'un an d'expérience dans ton sport. Je fais aussi une parenthèse pour souligner que la montée de gamme, elle est aussi efficace dans les sports où on va soulever des poids, car les conditions de montée de gamme, elles sont très proches de la pratique, voire identiques. Pour de l'escalade ou de la course à pied, par exemple, on va bien évidemment réaliser respectivement des murs plus simples et du footing pour commencer, mais intégrer des exos à visée de montée de température, d'activation ou de mobilité avant sera sûrement plus important dans ces sports. Bien entendu, cette montée de gamme, faut la façonner selon l'activité. On va pas échauffer que les jambes avant de bosser le haut du corps, ou même faire que du vélo avant de squatter. Mais encore une fois, ça c'est du bon sens. Ok, t'as donc maintenant tous les éléments pour faire ton échauffement parfait, mais vas-y, t'inquiète, c'est pas terminé, on va se faire 3 cas concrets, on va appliquer tout ce qu'on a vu pour 3 profils différents, et le dernier sera un sport différent de la muscu ou des sports de force. Ok, cas numéro 1, on a mon pote Bintang qui est débutant en muscu. Ouais, Bintang c'est son blast, pose pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Ça fait 5 mois qu'il en fait et il commence sa séance push avec un 3x8 au bench à 80 kg. Il manque un peu de mobilité en extension thoracique pour pouvoir bien se placer sur le banc et il aime bien s'échauffer la coiffe parce qu'il a vu des réels sur Instagram. Sa montée de gamme elle va se dérouler comme ceci: 16 répétitions à 16 kg, 12 répétitions à 32 kg, 10 répétitions à 48, 6 répétitions à 64 kg et 4 répétitions à 72. Ensuite, il peut se faire une rep de potentiation post-activation. Étant donné que c'est un débutant, on va se dire qu'il va pas dépasser 70% de sa RM. Avant ça, on peut introduire un exo de mobilité en extension thoracique, un superset avec un exercice d'activation de la coiffe parce que ça le fait se sentir bien et qu'il kiffe ça. Mais surtout, on peut continuer le travail qu'on a fait avec ces petits exos avant pendant la montée de gamme. Et donc pendant cette dernière, il va falloir qu'il pense beaucoup à son extension thoracique et qu'il mette beaucoup d'intention dans ce mouvement. Cas numéro 2, on a mon pote Socrate qui est confirmé en streetlifting avec 2 ans de pratique. Actuellement, il est suivi en réhab pour une tendinopathie interne au coude droit. Et comme moi, il veut améliorer sa flexion d'épaule pour ses muscle up. De plus, lui, il se sent prêt assez rapidement pour ses séances. Donc moi, je le conseillerais quand même pendant une semaine au moins d'essayer des montées de gamme plus progressives. Mais sinon, il pourrait se trouver sur un schéma comme ça: 15 répétitions à 25%, 10 répétitions à 50%, 5 répétitions à 75% et 2 répétitions à 90%. Ensuite, s'il veut, une rep de potentiation post-activation et puis il peut commencer. À côté de ça, probablement que son kiné va lui donner des exos pour son avant-bras qu'il va pouvoir faire avant. Et ça pourrait être une séquence d'isométrie au niveau de l'avant-bras sur les composantes douloureuses et un exo de mobilité en flexion d'épaule pour son objectif. Enfin, cas numéro 3, on a Jeanne d'Arc qui pratique la course à pied et qui sort d'un syndrome de l'essuie-glace, qui part pour une sortie longue de 50 minutes avec 2 segments de 10 minutes à son allure marathon. Bon, déjà sa montée de gamme, ça va être un départ progressif avec 10 minutes à son allure de F. Avant ça, par rapport à sa douleur fraîchement disparue au niveau de la bandelette iliotibiale, elle va devoir marquer un petit peu son échauffement sur cette zone-là avec des mouvements en flexion-extension du genou et d'abduction de la hanche. La flexion-extension de genou, elle peut être intégrée dans des air squats qu'on peut venir réaliser en circuit avec du travail élastique pour l'abduction et pourquoi pas quelques pogo jump pour échauffer les tendons et les qualités plio. Et comme tu as analysé la course étant, contrairement à la musculation au sport de force, un sport avec faible intention dans chaque mouvement, mais beaucoup de répétitions du geste, un impact modéré à chaque mouvement et une certaine vitesse d'exécution, tu vas intégrer ces modalités dans les mouvements d'échauffement. Donc réaliser tes exercices avec une fourchette de répétition assez haute, peu de charge et potentiellement de la vitesse sur la partie concentrique. Ok, la vidéo est terminée, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, j'espère que je t'ai envoyé full value. Pour rappel, t'as les ressources pour aller plus loin en description. Mets un pouce rouge parce que t'es un fanatique des rotations articulaires contrôlées et de l'activation de la coiffe. Et n'oublie pas, être faible n'est pas une honte, le rester